Je vous présente du coup les deux professionnels d'Epsilon qui vont ouvrir le débat avec nous ce soir. Deux professionnels différents, ce qui montre la diversité qu'on a au sein d'Epsilon, où on met une grande importance à croiser nos regards et à avoir différents professionnels du soin et de l'accompagnement. Donc je vous présente Sylvie Hugart, qui est art-thérapeute et psychopraticienne, et Edwige Viam, qui est psychologue clinicienne, donc toutes les deux au sein d'Epsilon. Bien. Donc, j'espère que ça vous a plu, que le film, c'est un beau film, intéressant, pas hyper joyeux, mais ça, c'est voilà. Donc, on l'a choisi parce que on pensait qu'il donnait à voir d'une manière sensible et très fine les mécanismes justement de ces relations d'emprise et de perversion. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de décrypter là maintenant. Donc, voilà, on vous propose d'échanger à propos de ce que vous avez pu ressentir en visionnant ce film. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous avez décrypté ? Qu'est-ce que vous avez compris, vu ? Et alors pour aider le début du ciné-débat, on peut lancer des interrogations, notamment sur les sentiments qui animent le fils et le père. Comment ce fils arrive-t-il à prendre position petit à petit ? Difficilement, mais il faut dire qu'il a affaire à un père terrible. Et puis, de quelle manière aussi vous voyez le père évoluer au fur et à mesure ? Est-ce que son image est statique ? Est-ce que vous la voyez toujours de la même façon ? Ou au contraire, est-ce qu'il vous semble devenir autre ? Enfin, voilà, comment vous le voyez ? Et puis aussi, que penser de l'histoire et des autres protagonistes ? Voilà, donc ça fait plein de pistes, mais évidemment, si vous avez d'autres questionnements, ils sont les bienvenus. Et j'ai vu dans le film que c'était un sujet très sensible, et puis il parlait, parce que le fils, il buvait beaucoup, c'était des drogues dures. Et c'était pour savoir comment qu'on peut aider des personnes qui sont sujets à des drogues comme ça, soit l'alcool ou la drogue. Alors là, comment aider le fils avec son problème d'alcoolisme ? Là, en fait, évidemment, il y a tout un tas de lieux pour ça. Si on veut rattacher ça à ce qu'il subit, on peut quand même comprendre que, évidemment, c'est une façon comme une autre de tenir le coup. C'est un dérivatif. Il peut pas supporter ça sans aide. Et l'alcool représente une aide pour lui. Quand j'ai pensé à ce film, que j'avais déjà vu, j'ai pensé à un autre, évidemment, à un autre récit avec une parentalité toxique, c'est Vipère au point. Et c'est marrant parce que je trouve qu'il y a des points communs, parce que finalement, le fils, avec ce père qui est absolument épouvantable, je trouve qu'il s'en tire pas si mal que ça. Malgré tout, son père, il lui réplique quand même. Il n'est pas complètement effondré, le fils. Et de la même manière, dans Vipère au point, Brasbouillon, il n'est pas non plus effondré. Et finalement, Vipère au point, il prend cette espèce d'énergie coléreuse et épouvantable de sa mère pour réussir à... finalement, apparemment, si c'est un récit autobiographique de Hervé Bazin, il s'en est pas si mal sorti que ça, quoi. Alors évidemment, c'est dur à la fin de Vipère au point, ce qu'il dit, en fait, j'aurais pas d'amis, j'arrive pas à me lier. Et c'est vrai qu'ici, quand même, aussi, je pense que le fils, il s'en tire aussi grâce à sa compagne, quoi. Donc il a quand même des gens qui l'aident. Enfin, je me dis, moi, on peut avoir des parents toxiques, mais s'il y a un entourage qui aide, ma foi,
il ne sombre pas complètement dans l'alcool. Il a quelques épisodes, mais je ne sais pas si je pense pas qu'il va devenir alcoolique. Enfin voilà, c'est les réflexions que m'inspirait le film. Effectivement, la question de l'entourage, elle est primordiale dans ce film. Et puis la question de la présence d'Alice, sa compagne, qui fait barrage au père aussi, qui lui tient tête et qui protège son mari. Et pas que d'ailleurs, il y a aussi le maître de chais, qui est certes mourant, mais qui n'est pas aveugle sur ce qui se passe, et qui fait remarquer au père qu'il ne l'aide pas beaucoup, son fils, en fait, et qu'il l'enfonce systématiquement. Donc, tous ces témoins qui interviennent autour du fils sont autant de moyens, de leviers de lutter contre ce père, jusqu'à cette décision de partir, de quitter, de s'arracher à cette attraction morbide qu'exerce le père sur le fils. Oui, c'est important de le souligner. Oui, moi je trouve que le père, il bouge pas du tout. Hein. Il a beau entendre ce qu'on lui dit, il est toujours le même, hein, du début jusqu'à la fin. Moi je trouve qu'il évolue pas du tout par rapport à son comportement complètement odieux, quoi. Et quand ça arrive, justement, qu'est-ce qui peut être fait par rapport à des personnalités comme ça, dans des groupes ou dans des familles, si ce n'est fuir, quoi. Mais c'est gravos, quoi. C'est grave, quoi. Hein, parce qu'à aucun moment, rien ne passe auprès du père. C'est lui, voilà. Oui, effectivement, le père, il continue sur sa lancée jusqu'à aller, jusqu'à transgresser le lien qu'il y a entre son maître de chais et le fils du maître de chais, en fait. Il s'interpose. Il va vraiment, il va au-delà de la limite qui est autorisée, en fait. Et il n'y a rien qui l'arrête, en fait. Alors après, quant à intervenir auprès de personnes comme ça qui ne veulent rien entendre, je crois que c'est aussi la possibilité d'intervention, c'est le fait que l'entourage commence à sortir de leur périmètre d'attraction, en fait, qui commence à s'éloigner, à leur accorder moins de pouvoir. Parce que ces personnes-là, elles vivent aussi du pouvoir qu'on leur donne. Et des attentes des autres, puisque les autres vont attendre qu'ils changent. Et plus ils vont attendre, et plus ça va continuer. Donc, effectivement, comme vous dites, la fuite, c'est un moyen, comme un autre. Affronter, dire aussi les choses, mais quand les gens ne changent pas, effectivement, il faut accepter de couper les ponts, quoi. De sortir de leur périmètre. Je voulais... en fait, ce qui est flagrant dans le film, c'est de voir que le père, il arrive, il est partout chez lui. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout ça, mais en fait, il frappe jamais aux portes. Il entre. Il est chez lui partout. Il n'a pas de limite. Il n'y a pas d'endroit, en fait, où il n'est pas chez lui, où il n'est pas présent. Il s'impose. Et avec Martin, il y a vraiment un jeu corporel, quoi. Je veux dire qu'il s'amène, il est plutôt corpulent, et il impose sa force. Il se met comme ça en avant, et Martin ne peut pas lutter. Enfin, je veux dire que c'est impossible, hein, parce que ça a été tout le temps. Hein. C'est pas quelque chose qui lui arrive maintenant, c'est depuis qu'il est né. Donc il est habitué à subir et à avoir peur de ce père et à pas pouvoir le contrecarrer, sauf à un moment, en fait, où là, c'est trop. Et voilà, il y a peut-être quelque chose qui bascule un peu à ce moment-là. Il me semble que ça bascule au moment du cauchemar de Martin, où il se fait tuer par son père noyé, et c'est un déclic pour lui où il sent comme s'il n'en pouvait plus. C'est une question. C'est difficile de savoir exactement, mais effectivement, je pense que c'est intéressant, parce que dans ce cauchemar,
Le cauchemar lui dit la réalité, en fait, des intentions du père. C'est-à-dire que ce qui est caché, ce que dit le père, c'est le mépris, que Martin est absolument incompétent, impossible, qui va échouer tout le temps. C'est ça qui lui balance à chaque fois. Et dans le cauchemar, ce que Martin voit, c'est que son père veut le tuer. C'est ça qui se passe en vrai. Et du coup, peut-être qu'effectivement, ça lui ouvre les yeux sur ce qui se passe vraiment et ce qui n'est pas dit, en fait, qui est caché tout le temps. En fait, c'est dit à la fin, quand ils sont devant la tombe de la mère, où là, le père exprime clairement un vœu de mort sur son fils. Ce qui est extrêmement violent. Martin, donc le fils, a plusieurs réactions. Il essaye de faire avec. Il exprime ce qu'il ressent et le problème. Il veut fuir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme solution pour... à part la solution finale qui est de fiction de la mort du père. Mais à part ça, est-ce qu'il y a d'autres solutions pour résoudre ce genre de conflit ? Chaque situation est singulière et c'est difficile de donner des solutions, j'allais dire, toutes faites. L'intervention de la loi, dans certains cas, peut fonctionner. Là, ce qu'on assiste à la fin du film, c'est finalement le père est hors la loi, il va hors limite, et ce qui vient l'arrêter, c'est une solution qui est aussi hors la loi. C'est peut-être aussi ce qui laisse une sensation profonde de malaise à la fin du film. On n'en sort pas complètement, j'allais dire, indemne de ce film. Il faut un peu de temps pour digérer ce qui s'est passé. Moi, j'ai remarqué, comme vous dites, le père, il est partout chez lui. Et d'ailleurs, le régisseur dit on n'est pas chez nous, sa femme dit elle n'est pas chez elle. Même le fils lui dit à un moment donné qu'il n'est pas à sa place. Le fils du régisseur dit qu'il n'est pas à sa place. Le père dit au fils du régisseur qu'il n'a rien à faire ici. Et finalement, la seule personne qui met une limite à ça, c'est la figure de la femme du fils. Parce qu'il est obligé de frapper à la porte. Et quand finalement il a cette discussion, après avoir tambouriné à la porte, elle lui dit « Mais moi, je suis chez moi, je paye mon loyer. » Et donc, c'est ce que j'ai remarqué. C'est la seule personne qui met les limites et qui a un territoire, en fait. Qui est hors d'emprise, en fait. Voilà. Oui, le paiement du loyer vient réguler la relation qu'il y a avec le père et le fait qu'il ne puisse pas investir ce lieu comme si c'était son domaine, en fait. Mais c'est effectivement la seule qui vient lui mettre les points sur les i. Bah oui, parce que tout le monde, sinon, est pris par soit l'héritage, ou les 30 millions d'euros du domaine, ou voilà, la maison qui est offerte pour le régisseur. Il tient tout le monde avec ça. Oui, quoi. C'est ça. Voilà. Effectivement, il a un lien d'assujettissement envers toutes les personnes qui l'entourent, sauf envers cette femme. Oui, il y a l'argent, ça fait partie de son pouvoir, ça c'est sûr. Mais en même temps, à côté de ça, et c'est lié à l'argent, il exerce une fascination, il exerce une séduction. Quand on voit la première scène là avec la journaliste qui vient goûter le vin, bon, il faut cette scène-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, elle m'est apparue plusieurs fois d'une manière différente. C'est-à-dire que parfois, on le trouve finalement assez séduisant. Enfin, comment dire, il fait le boulot, quoi. Voilà. Et d'autres fois, il peut apparaître grossier, enfin, assez vulgaire, en fait. Et c'est ces deux facettes, quoi. C'est-à-dire suivant le moment où on est pris par la séduction, par la puissance qu'il met en scène, ou les moments où effectivement on est hors de cette sphère-là
Et on peut voir ce qu'il est et ce qu'il apparaît de temps en temps. Par exemple, quand il est dans son bain là avec les raisins, etc. En fait, il a l'air ridicule. Enfin, c'est l'autre aussi, d'ailleurs, le fils du régisseur. Bon, ils ont l'air idiots, quoi, tous les deux. Hein. C'est très mouvant, quoi. Oui, je voulais revenir sur une des scènes, la scène finale où le fils Martin il jette les cendres dans la vigne et puis il ajoute du vin. J'ai pas compris ce qu'il a voulu faire là. Alors, je ne sais pas s'il a vraiment intellectualisé son geste. Je pense qu'il est question de... Enfin voilà, le grand-père était mort dans la cuve. Là, il met le vin dans les cendres. Voilà, je ne sais pas si on peut ajouter quelque chose, enfin une raison vraiment spécifique. Hein. C'est du même, mais inversé, quoi. Je pense qu'il y a plusieurs façons de voir cette scène, en fait. On peut se dire aussi que c'est le verre qu'il n'a jamais vraiment bu avec son père, en fait, puisqu'il boit à sa santé. Il y a quelque chose qui n'a jamais eu lieu, en fait, du temps du vivant du père, et qu'il aurait peut-être voulu avoir ce moment de tête-à-tête avec son père, et qu'il n'a jamais vraiment eu avant. Est-ce que c'est une façon de lui dire adieu ? Je crois chacun peut y mettre... ce qu'il veut dans cette scène. Bonsoir à tous. Moi, je voulais intervenir. En fait, je vais prendre un peu le contre-pied du film. Je voulais justement, parce que c'est quand même une relation toxique, ça peut être aussi à l'inverse, avec les parents qui sont plus sur l'emprise de l'enfant et qui ne veulent pas voir quitter l'enfant. Un petit peu à la Tanguy, ou vous voyez ce que je veux dire ? Là, le Tanguy, c'est lui qui veut rester, mais les parents qui veulent garder l'enfant, qui veulent un peu l'emprisonner. Et j'ai quelques exemples que je nommerai pas, mais par exemple, une mère qui a gardé ses enfants jusqu'à sa mort chez elle, et ses enfants l'accompagnent durant sa fin de vie, en fait. C'est un peu ils prennent le rôle d'auxiliaire de vie de tout ça, et pour moi j'y vois aussi en quelque sorte une relation un peu toxique, qui voilà, les enfants qui prennent un peu le rôle presque de parents, et puis ouais, du coup je voulais justement avoir un peu votre regard sur cette situation. Merci beaucoup pour le hors-sujet. C'est pas complètement hors sujet, parce que dans les deux situations, il y a un point commun, c'est qu'il y a une négation de la singularité de l'autre, en fait, et de sa possibilité d'existence en dehors de soi. Donc, que ce soit dans les parents qui veulent garder leurs enfants auprès d'eux, ou dans ce père qui vient nier toute possibilité d'affirmation pour son fils, qui le disqualifie systématiquement. C'est une façon aussi de ne pas accepter qu'il puisse s'affirmer en dehors de lui et exister en dehors de lui. Merci à Epsilon de tout ce que vous faites déjà. Moi, c'était comment un parent il devient toxique. Avec son enfant, est-ce que c'est un problème de relationnel avec l'enfant, ou c'est un problème qu'il a lui dans... Je ne sais pas comment formuler ma question, mais... Est-ce que là, le père, c'est parce qu'il ne voulait pas de cet enfant, ou c'est parce qu'il est toxique déjà lui-même? Même s'il n'avait pas eu d'enfant, il serait un homme toxique. Alors, on ne sait pas s'il aurait été toxique avec ou sans enfant, mais on peut, en tout cas, il a quand même une personnalité assez narcissique, c'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui a, comme il dit, il aime le luxe, il aime l'excellence, enfin, il y a quelque chose de l'ordre du brillant et de l'incapacité à accepter le défaut, quoi, ou le fait, ou le manque chez l'autre, et probablement chez lui aussi. Et c'est pour ça qu'il attaque en permanence son fils. Dès qu'il y a un manquement, un défaut, voilà, il le nie, il le disqualifie, il le discrédite. Et il n'accepte pas non plus chez lui qu'il puisse être manquant ou moins bon. Enfin, tout ce qui vient ternir son image, le marque en fait, est attaquable pour lui. En fait, c'est quelque chose qui lui appartient.
C'est-à-dire que ça s'exprime avec, ça peut tout d'un coup s'exprimer avec son fils, mais ça vient de lui tout de même. Et ce que Edwige dit, c'est que finalement, son fils, c'est un prolongement. Il faut, mais il n'est pas, comment dire, il n'a pas il a pas d'entité. Il est juste là pour. Oui, il se permet plus avec son fils parce que c'est sa chose en fait. Voilà. Alors qu'avec les gens de l'extérieur, il est plutôt séducteur. Enfin, en général, c'est le ça. peu que j'ai lu sur les personnes. Il est obligé de composer, tandis que là, tout est ouvert. Et puis, il faut à chaque fois, en fait, ce qu'on perd de vue, parce qu'on le voit là comme ça, mais ce fils a été un bébé. Donc, c'est ouvert depuis toujours. Oui, puis un enfant va toujours chercher l'amour du parent. Donc, du coup, c'est une voie ouverte pour le père qui est toxique, quoi. Je suis désolé, je me permets de reprendre la parole. Moi, je voulais savoir s'il n'y aurait pas une petite interrogation à avoir sur la transgénérationnalité, sur le côté, du moins, comme si l'histoire se répétait jusqu'à temps que, justement, comme le fils qui se rebelle, qui dit « moi, je veux plus de ça », et ouais, j'aimerais savoir, justement, avoir votre idée sur ça. Est-ce qu'il y a une petite histoire qui se répète au niveau des situations et voilà. Merci beaucoup. Alors oui, c'est effectivement, je ne sais pas si c'est communément admis, mais en tout cas, il y a pas mal il y a des psychanalystes qui insistent sur le fait que dans les situations d'emprise, dans les relations toxiques, il y a des choses qui tiennent au transgénérationnel. Donc c'est pas finalement, ça démarre pas à ce moment-là, quoi. Il y a déjà eu des choses en amont. Et là, dans le film, ce qu'on peut voir, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu un père mort. Et il y a des versions qui s'opposent, finalement. On ne sait pas quelle est la bonne. Je veux dire que quand il parle à Martin et qu'il lui dit que son père est mort dans la cuve et tout ça, il ne fait pas mention que ce ne soit pas son père. Et moi, je ne suis pas certaine je ne sais pas quelle est la bonne, en fait. À quel moment il dit la vérité? Est-ce que tout d'un coup, il va révéler ce qui s'est vraiment passé à l'autre? C'est pas évident. Peut-être que ça fait partie aussi d'une stratégie de séduction, que c'est pour l'avoir, quoi. On ne sait pas bien, mais effectivement, oui, c'est... en tout cas, oui, il y a du transgénérationnel, souvent. Oui, effectivement, il y a cette histoire du grand-père qui va chercher son fils qui a la pension de 9 à 17 ans, qui ne se préoccupe pas trop de son existence, et puis sorti, à 17 ans, quand il sort de l'internat, qui lui apprend tout en 3 mois avant son décès, comme si d'un seul coup, il découvrait l'existence de son fils, et puis qui s'en servait, en fait, pour lui transmettre le nom, le domaine. Oui, il y a cette sensation, effectivement, que l'histoire se répète. Et comme le dit Sylvie, effectivement, il y a souvent dans les histoires familiales, il y a des choses comme ça qui se suivent sur plusieurs générations jusqu'à un moment où c'est mis au travail et l'histoire est révélée, en fait. Et là, ça vient enfin pouvoir trouver sa place et s'arrêter de se répéter. La blessure du père est également très présente, dans la mesure où, à un moment, il nous annonce que lui-même n'est pas issu de son père génétique et qu'il est malgré tout porteur de cette hérédité, donc cet énorme domaine dont il n'est pas légitime, et en même temps, il doit porter ce poids et le transmettre à son fils, qui est lui-même issu d'un non-alignement génétique, qui fait qu'ensuite, le fils étant porteur, lui aussi, d'une certaine forme de tare à la naissance, avec 6 ou 8 semaines d'avance,
Après, il n'y a plus de compatibilité. Ce qui fait que la blessure du père peut nous amener sur éventuellement un discours de type pervers narcissique qui ensuite provoque des automutilements du fils et quelque chose qui dépasse complètement l'entendement. Et ce fils a une énorme chance d'avoir une femme comme il l'a, parce que sans elle, il y a longtemps qu'il ne serait plus là. Enfin, moi, c'est ce que je ressens globalement de la chose. Et c'est extrêmement désagréable à vivre, puisque mon histoire personnelle ressemble beaucoup à ça. Et visiblement, tout à l'heure, vous avez dit, la meilleure des solutions, c'est s'en aller. Et moi, ma question maintenant, c'est que je me suis en allée. Et 35 ans après, ça me revient en pleine figure. Donc là, j'ai pas de réponse, mais quelque part par là, le verre de vin qui a été vidé dans l'urne n'est qu'au final qu'on trinque au mépris et on se dit à une prochaine fois, mais malheureusement, la douleur est toujours là et elle sera toujours là. Voilà ce que je retiens globalement du film. Alors c'est vrai que la douleur, elle est là. Après, elle peut être mise au travail. La question, c'est d'arriver aussi petit à petit à se détacher des attentes qu'en tant qu'enfant, on peut nourrir vis-à-vis d'un parent qui ne reconnaît pas notre existence propre, en fait. Ça prend du temps. Il faut du temps pour ça. Il faut déjà pouvoir partir et ensuite pouvoir mettre ça au travail. Mais effectivement, ça met beaucoup de temps. Surtout quand il y a un des deux parents qui vient de décéder. C'est ce qui vient de m'arriver. Ah. Et justement, c'est pas, entre guillemets, celui qui était le plus aimant. Donc ça fait écho à ce que je vis. Y compris la scène d'incinération, à laquelle je n'ai pas pu assister. Oui, c'est effectivement difficile. Oui. Désolée de jeter un froid. Mais bon. Mais il y a des événements effectivement dans la vie qui viennent ranimer des souffrances et qui sont aussi l'occasion peut-être d'ouvrir sur un travail, même si c'est douloureux. L'occasion de pouvoir réécrire les choses autrement. J'ai l'impression qu'à la fin du film, on comprend un peu mieux pourquoi le père est toxique envers son fils. En fait, j'ai l'impression que si le père n'était pas devenu père, ou du moins pas de cette façon, il aurait peut-être pas été toxique envers son enfant, parce que justement, à la fin, devant la tombe de la mère, il explique à son fils que sa mère est décédée en quelque sorte à cause de lui. Et j'ai l'impression qu'on comprend à la fin du film justement qu'il en veut à son fils et qu'il le prend pour responsable de la mort de sa femme. Et je trouve que ça explique pas mal de choses à la fin du film, même si ça n'excuse pas tout ce que le père a pu faire subir à son fils. Je dirais peut-être. J'ai du mal à penser, en fait. J'ai du mal à penser dans cet ordre-là. Je pense que les paroles du père à la fin du film sont manipulatrices comme celles qu'il lui adresse depuis le début, et que là, elles ont pour fonction de le faire partir, de s'en débarrasser complètement. Et qu'il arrive à cette extrémité parce qu'il a fini de jouer avec. C'est ce qui est dit à un moment donné, en fait. C'est la femme qui dit ça, qui dit, voilà, je veux dire que vous avez fini avec c'est un jouet. Il a fini. Il va en avoir un tout neuf et un peu plus costaud. Et voilà, et ça pourra recommencer avec. Alors, après, on peut entendre ça, on peut entendre cette chose de ça ne s'est pas passé comme il imaginait, mais d'une certaine manière, il le fait tout le temps,
quoi. Je veux dire qu'il déplore tout le temps la non-adaptation de son fils, combien il est manqué. Hein. C'est ce qu'il fait sans cesse, quoi. Mais c'est lui qui le fait manquer. C'est parce qu'il a toujours été sur son dos, parce qu'il a toujours déploré ça, c'est le mépris qu'il lui porte, qui fait que ce fils n'arrive pas à être. C'est dans ce sens-là, en fait, que ça se passe. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... Quand il donne les choses et tout, il dit, voilà, il est né 6 semaines trop tôt. Bah, je veux dire, 6 semaines trop tôt, c'est pas un grand prématuré, en fait. C'est pas une catastrophe absolue. Et qu'est-ce qui lui permet, en fait, d'avancer des choses comme, sa mère s'est épuisée, a couru les médecins. Enfin, je veux dire, des enfants malades, il y en a aussi. Et on ne les traite pas forcément de cette manière-là. Il y a quelque chose qui préexiste, en fait, à ça. Et c'est bien ça, finalement. Ce que vous dites, il y a quand même quelque chose là-dedans, c'est que c'est la double peine, en fait, pour Martin. C'est-à-dire qu'il subit ce père qui ne cesse de le dévaloriser, de l'accabler en permanence. Et du coup, ça l'impacte. Il a je veux dire, évidemment que par certains moments et tout, il est sidéré, il répète plusieurs fois la même chose, on lui dit un truc, il semble pas comprendre, il est tourmenté, il se montre... il y a tout ça, mais comment est-ce qu'on fait pour résister à un pareil traitement ? Je veux dire qu'il est forcément impacté par ça, et il a appris à ne pas croire, à toujours se méfier des paroles du père, à être toujours dans qu'est-ce qu'on veut me dire, qu'est-ce qui va être dit exactement. Et le père dit, il a bégayé pendant je ne sais pas combien d'années. Bah oui, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que sa parole n'est pas la bienvenue, vraiment. Oui, je trouve que le fils se trouve dans un combat très inégal par rapport au père, parce que c'est un père, ça va plus loin pour moi, ça va plus loin qu'une relation toxique. C'était vraiment une relation d'élimination, de destruction du fils, et qui s'est précipité. Et ça, c'est dès le départ, et ça s'est précipité avec l'arrivée du Californien, qui n'en demandait pas tant, mais enfin qui jouait aussi, était de manière très perverse son rôle de bling-bling. Mais je répète, il y a vraiment comme une pulsion chez le père, une pulsion de destruction, d'élimination du fils. Et là-dessus, par rapport à ça, le fils ne pouvait être que très démuni. Alors effectivement, il y a une pulsion de destruction qui anime le père. Et pour lier votre intervention à l'intervention précédente, moi, ce qui me marque, c'est qu'il y a une pulsion de vie chez Martin qui est très forte, parce qu'il survit à l'accident. Et comme dit le pompier, il a eu beaucoup de chance. Et petit, il a survécu aussi. Il s'est accroché à la vie. Et de par le désir d'une femme, sa mère, et puis ensuite, il y a le désir de sa compagne qui intervient aussi, qui le soutient. Donc ça, je trouve que c'est assez fort dans ce film de voir qu'il a des relais, des étayages, enfin, il y a des choses qui le soutiennent. C'est pas d'ailleurs peut-être pas conscientisé, mais parce que quand on est nourrisson, on reçoit des choses. Et probablement qu'il a reçu beaucoup de sa mère. Ce que je voulais dire aussi, c'est pour moi la personne presque le plus lucide, c'est le régisseur, quoi. Hein? C'est un homme, on voit, qui souffre. Alors bien sûr, il est en fin de vie, il y a sa maladie, sa mort. Mais il souffre de voir son fils comme ça partir et accaparé par son maître, son employeur. Et en fin de compte, je reviens à ma première question, à savoir, pour lui, pour arrêter ça, il fallait le faire mourir, quoi. Il fallait le détruire, quoi. Parce qu'autrement, c'est un homme qui aurait continué à s'accaparer les gens, à mettre du pouvoir sur les autres, à prendre son fils, et puis il aurait continué éternellement.
Et la seule solution qu'il a vue, c'est la destruction de cet homme, quoi. Donc, oui, on se pose des questions quand même par rapport à tout ça, hein. C'est assez dur. Alors, effectivement, on est dans un film, donc effectivement, dans un film, on peut entendre, oui. Mais effectivement, sinon dans la vie réelle, il y a la loi qui est importante. La loi, elle est un peu dévoyée dans le film par le biais du notaire. On a le sentiment que même ça, c'est compliqué. Mais effectivement, le régisseur protège son fils. Et puis il peut le faire parce qu'il va mourir. Donc d'une certaine manière, il se situe lui-même hors loi des hommes. C'est comme s'il n'était plus... le fait qu'il était proche de la mort, ça le place à un autre endroit. Il est plus concerné par la loi... oui, voilà, la loi des hommes, la loi qui nous régit tous. C'est ce qu'on peut imaginer. Il y a quelque chose qui me fait réfléchir aussi, c'est que le père, dans les deux histoires qu'il raconte de sa jeunesse, donc soit il est en pension et puis il arrive, il doit tout apprendre en 3 mois, soit à 15 ans il apprend qu'il n'est pas le fils légitime et donc il lui tombe dessus toute cette responsabilité. Et donc, comme il est comme un peu illégitime, du coup, ça lui tombe dessus, quoi, ce domaine, etc. Et par contre, son fils, lui, il fait les études qu'il faut pour devenir vigneron, etc. Et il essaye de le délégitimer, en fait. Donc en fait, c'est comme si le père se sentait pas légitime depuis le début, puisque ça lui tombe dessus. Son fils fait tous les efforts, mais il essaye de transférer le père essaye de transférer cette illégitimité, sur son fils, qui est bien plus légitime que lui-même, quoi. Puisqu'il est fils légitime, il a fait toutes les études, etc. Alors que le père, lui, a tout appris sur le tas, apprend qu'il n'est pas le fils du vigneron, etc. Voilà. Oui, en effet, c'est une possibilité. En tout cas, le père souffre. Il y a du manque, chez lui, mais sa stratégie, c'est de résoudre ses problèmes en les plaçant, en fait le problème chez l'autre. C'est-à-dire que voilà, c'est comme ça qu'il procède, quoi. Je veux dire qu'il va combler en fait son manque à être en ayant du pouvoir, en fait, en annihilant l'autre, à peu près. Et alors après, il y a quelque chose qu'on ne voit pas évidemment là, mais il y a une sorte de making-of, quoi, du DVD, du film. Et le réalisateur explique qu'en fait, Paul... Sa fonction, il n'est pas du tout vigneron, en fin de compte. Il ne connaît pas grand-chose à la vigne, en fait. Dans les domaines viticoles, celui qui occupe la fonction de Paul, ce n'est pas celui qui connaît la vigne, c'est le régisseur. Voilà. Donc, du coup, effectivement, il n'a pas tant de connaissances que ça, quoi. Je veux dire qu'il est là vraiment pour le paraître, etc., pour mener un peu et détenir quelque chose, hein, du pouvoir, le domaine, etc. Mais le travail, en fait, c'est pas lui, hein. Donc je trouve que ça va dans ce que vous dites, quoi. C'est-à-dire que finalement, là, dans le film, son fils a fait des études pour être vigneron ou régisseur, enfin voilà. Donc il sait, il a des compétences que son père n'a pas, en effet. Et d'ailleurs, ce qu'on n'aperçoit pas forcément dans le film, c'est que Martin a souvent raison, en fait. C'est souvent lui je veux dire qu'il est repris par tout le monde. Tout le monde dit oui, voilà, il faut faire ça, etc. Et son père l'accable à chaque fois. Et effectivement, le Californien vient lui dire ce qu'il faut faire. Mais en fait, il le savait. Et il a souvent, voilà, il a raison. Mais ça ne se voit pas.
En fait, nous, donc on voulait conclure sur le fait que ce film exposait ce qui devait demeurer caché afin que la relation perdure, ce qui relève de la haine, de l'impossible rapport à cet autre en tant qu'autre, c'est-à-dire l'impossible acceptation de la singularité de l'autre. Avec ce film, nous avons un aperçu sur ce que le fils ne voit pas tant qu'il se trouve aveuglé par la sidération. Il est séduit, fasciné par cet autre sans limite. On voit comment le père, avec ses manipulations, le divise, l'entraîne à manquer, attaque son identité, et comment en retour cet affolement vient réparer son bourreau, vient combler sa propre faille. En fait, c'est une relation qui perdure jusqu'au moment où les yeux du fils se dessillent et il va accepter de faire le deuil du père idéalisé et des attentes idéalisées qu'il avait à l'égard de lui. Et c'est ça qui va lui permettre aussi de s'en détacher. Parce que finalement, son père, il a du pouvoir tant que son fils lui en confère. Et le jour où il ne le reconnaît plus comme un père, d'ailleurs c'est ce qu'il dit, c'est pas ça un père. Et il peut s'en détacher et enfin le quitter et vivre sa propre vie en tout cas, en étant un peu plus apaisé et en devenant à son tour lui aussi père. On vous remercie en tout cas pour votre attention et votre participation. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée.